Dans les années 70, à la récré, on parlait du film qu'on avait vu la veille. On avait tous vu le même. Il y avait très peu de chaînes de télé. Et puis on lisait tous le même magazine. Il y en avait d'autres, mais celui-là, tout le monde l'achetait ou l'empruntait à ses copains. C'était le magazine le plus novateur, le plus moderne. C'était Pif Gadget. Quand je vois les couvertures, j'avais pas cette image-là en mémoire. C'est qu'elles font très vieillottes maintenant. 10 centimes le petit franc. Ah oui, ça, 10 ok, centimes. Pifou, Horace et Léo. Les Lurons, c'est les premiers que j'ai lus, c'est dans Pif. Et moi, la BD que j'adorais, c'était les Régulus et les Tristus. Il y avait Crapulax, qui était le méchant dans Pif. Je me souviens du Boomerang que j'ai testé sur la plage avec un grand succès puisqu'il est revenu dans le tibia d'une femme qui était à côté en train de bronzer. Il y avait une vraie dinguerie sur le karaté à cette époque-là. Là, je le revois, je suis... C'est vachement d'émotion, quoi, parce que... Il y a des Noirs, il y a des femmes, il y a des préoccupations écologiques. 36-15 Raon, tout est dit, quoi. La préhistoire de la préhistoire. Le Minitel des âges farouches. Énorme. Dans les âges farouches des années 70, certains ignoraient que Pif Gadget et sa galaxie de personnages étaient édités par le Parti communiste. Mais dans d'autres familles, on choisissait son camp. Un jour, mon père a feuilleté Pif et s'est exclamé d'un ton sans aucun équivoque « Merde, mais c'est les communistes !» et qui m'a totalement interdit de racheter Pif. Moi, c'était le contraire. J'avais pas le droit à Mickey. Mais en 79, pour la première fois, ma mère a accepté de louer un film de Walt Disney au vidéoclub. Le chat qui vient de l'espace. Le film commence comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'il me revient, mais les souvenirs d'enfance, c'est pas complètement fiable. Une soucoupe volante se pose dans un champ. Dans le film d'origine, il me semble quand même que c'est une vraie soucoupe volante dans un vrai champ, et pas le siège du Parti communiste à Paris. Deux militaires américains observent la menace aux jumelles. Et le premier dialogue du film, c'est... Je ne vois pas de faucille et de marteau. Et vous, colonel? J'ai 6 ans et je n'ai rien compris à cette histoire de marteau. Ma mère met la cassette en pause et m'explique pourquoi il faut se méfier de Disney. Parce que tout ce qui est destiné à la jeunesse est idéologique. Ok, on peut reprendre. C'est une extraordinaire prouesse technologique. Le NEC plus ultra. Ça pourrait être les Russes? Non. C'est au-delà de leur capacité. Mais pas du tout. Ils sont vachement forts, les Russes. Pour moi, cette soucoupe volante qui menace l'impérialisme américain, elle ne vient pas de la planète des chats, mais de la planète d'un chien, fortement soupçonné d'être piloté par Moscou. Dans ma tête de gamin, les extraordinaires prouesses technologiques, elles viennent toutes de Pif Gadget. Un magazine magique. Un magazine qui vient de l'espace. Et cette soucoupe, elle doit s'appeler un truc du genre le gadget volant identifié. Dans la lutte des classes qui ensanglante les cours de récré de l'époque, j'ai clairement choisi mon camp. J'avais des parents qui étaient militants communistes, qui le sont d'ailleurs toujours plus ou moins, et qui étaient... cette histoire de Pif était une espèce de chose qui était donc non négociable, quoi. C'était là, c'est pas qu'ils nous forçaient à le lire, c'est juste, c'était là. Je savais même pas que c'était le Parti communiste à l'époque qui était... c'était très peu dit, finalement. Quand je m'en suis aperçu, beaucoup plus tard, j'étais assez content d'avoir lu ce journal. Bon alors, c'était des agents du KGB ou pas, chez Pif Gadget? Y avait-il un contenu politique dans Pif? Politique, non. Philosophique, oui. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait Pif, les gens qui avaient fait Vaillant déjà, hein, Vaillant était un journal clandestin, mine de rien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, les gens qui avaient fait Pif étaient des grands humanistes, fondamentalement. Je dirais communistes en plus. Pendant l'occupation se développe une presse qui souvent avait existé sous des formes catholiques, bien pensantes, et qui devient une presse pétainiste en direction des enfants. Et lorsqu'à la libération des jeunes gens, francs-tireurs, reprennent les imprimeries, reprennent les journaux qui étaient entre les mains des collaborateurs, et bien naît un journal qui s'appelle Vaillant.
Maintenant, nous sommes libres, et pourtant le combat continue. Mais les paroles ne peuvent suffire à diffuser partout l'effort à faire ou la route à suivre. C'est là le rôle de la presse, construire une génération saine et ardente à la lutte. Car c'est le but de tous ceux qui aiment la jeunesse et qui ont confiance en elle. L'idée est, on va utiliser la bande dessinée, qui n'est pas réactionnaire en soi, et dans la bande dessinée, il y aura des idées progressistes. D'une certaine manière, on va avoir une concurrence qui va se développer jusqu'aux années 60 avec, d'un côté, une presse catholique portée par l'Église, une presse très commerciale portée par Mickey, et puis cette presse qui se développe autour de Vaillant d'abord, puis qui va devenir Pif, puis Pif Gadget. Mon beau-père a abonné mon fils à Mickey, c'est horrible. Non mais ils n'arrêtent pas de parler de pognon, de réussite, de machin, c'est pas des belles histoires, enfin je sais pas, c'est nul Mickey. Donc sinon on tombe dans les trucs de Astrapi, tu vois, Pomme d'Api, machin, mais c'est un peu catho, non? C'est un peu catho, ouais, bon. En 1948, les militants communistes se posaient déjà ces questions pour leurs enfants. Félix le chat impérialiste va être chassé des pages de l'Humanité par le chien du dessinateur José Cabrero Arnal. Arnal, qui est un républicain espagnol, réfugié en France, déporté dans les camps de concentration nazis, qui sort amaigri, malade, un peu perdu, dans une France qu'il connaît mal, et qui va inventer ce personnage de Pif, qui va paraître pour la première fois dans l'Humanité. Pif est l'archétype du cabot de la famille ouvrière. Il va très vite prendre une place prépondérante dans les pages de Vaillant et même dans son logo, jusqu'à ce qu'il soit carrément rebaptisé le journal de Pif. La première question vient de Jacques Zana qui voudrait savoir si Pif a été créé dans un but de propagande communiste et sinon il voudrait savoir si les dessinateurs et scénaristes de Pif sont politisés ou contraints de donner à Pif une certaine image. Monsieur Arnal, vous qui avez créé Pif dans l'Humanité. Non, pas du tout. Parce que tout d'abord, quand on dessine comme professionnel, c'est pour gagner sa vie. Malgré la scandaleuse attitude capitaliste de ce rouge espagnol, Pif s'exporte assez facilement derrière le rideau de fer. Pif a été lu dans pas mal de pays. Il a été lu un peu sous le manteau en URSS, où les bandes dessinées n'étaient pas bienvenues, mais où les gens ramenaient aux enfants, etc. Il a été présent et vendu largement en Roumanie. C'est un phénomène assez curieux parce que il arrivait pour nous un peu de l'Occident. C'était un parfum d'Occident, tout en sachant assez bien qu'il y avait le Parti communiste derrière. C'était la raison pour laquelle Pif arrivait en Roumanie. Au fil du temps, Pif va essaimer dans les pays amis, en Hongrie, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, puis au-delà des seuls pays de l'Est, au Maghreb, dans les pays scandinaves, en Espagne, en Italie, en Argentine et au Canada, dans des adaptations locales ou en version originale. Et surtout en Allemagne de l'Ouest, où Pif le chien se fait un peu voler la vedette par Hups le kangourou, mais avec qui va se développer la collaboration la plus étroite et la plus durable. En Allemagne de l'Est, en revanche, même l'appartenance au parti n'était pas un pédigré suffisant pour le chien communiste. Un ancien lecteur de Frosi, le journal pour la jeunesse du régime, se souvient de la privation la plus scandaleuse qu'aient subie les jeunes Allemands de l'Est. Il y avait cette bande dessinée, Placide et Museau, et je les aimais beaucoup tous les deux, le petit ours et le petit renard. Et tout à coup, c'était fini. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. Alors je me suis dit, il faut agir. J'ai donc écrit une lettre à la rédaction pour me plaindre. Cher Bernd, tu as certainement appris, grâce aux publications de Placide et Museau, que tous deux viennent de France. Cela fait longtemps que nous n'avons plus rien reçu de là-bas, et pour cette raison, nous ne pouvons plus publier leurs aventures. Il est probable qu'on ne voulait plus avoir trop à faire avec les pays étrangers occidentaux, c'est ce que j'ai supposé. Même si la Stasi en doute, la transmission de bonnes valeurs morales pour la jeunesse est bien la préoccupation des résistants français qui sont à la tête du journal de Pif, tel Roger Lécureux, son scénariste le plus prolifique. Quand il y a eu le soulèvement de Paris, le journal clandestin continuait à sortir. Et Roger Lécureux était sur une barricade.
Et seulement, il fallait qu'il livre du scénar. Donc, pendant quelques temps, il a quitté la barricade. Il a écrit la page de la bande dessinée en cours. Et puis, il a repris sa mitraillette et puis il est reparti sur la barricade. Et il a oublié cette grenade. Et cette grenade a été désamorcée et s'est passé de rédacteur en chef à rédacteur en chef. Elle trônait sur le bureau du rédacteur en chef. C'était devenu l'insigne du rédacteur en chef. Ce qui est marrant d'ailleurs, en plus que ce soit une grenade, que ce soit la bataille de Paris, que ce soit, enfin, je veux dire, dans un combat au corps à corps pour la liberté, contre le fascisme. Enfin, je veux dire, c'est lourd de symboles, hein, quand même, tout ça. Votre gadget, la grenade à transmission. À travers une étonnante variété d'époques et de décors, ces récits mettaient en scène quelques valeurs morales, simples, profondes. Ragnar le Viking, Teddy Ted et l'Apache, Rahan, le fils des âges farouches, Nasdin Hodja qui se jouait des vizirs et des califes. Tous auraient pu se retrouver autour d'une même éthique. Michel en prenait progressivement conscience et devait en rester définitivement marqué. Les journaux de votre enfance vous déterminent idéologiquement pour votre vie entière. Et moi, ce qui est marrant, c'est que donc, mon grand-père m'offrait Pif, hein, et mes cousines lisaient Picsou Magazine, et mes cousines, elles sont toutes mariées avec des banquiers aujourd'hui. Cette différence de point de vue sur le monde prend sa source sur une butte parisienne. L'Écureux a grandi à Ménilmontant, bastion de la gauche ouvrière. Les cinémas de quartier y seront longtemps nombreux et populaires. Ce sont ces formes familières de récits d'aventure que les scénaristes de Pif vont réinterpréter. Je prends le western, j'en saisis les règles, j'en saisis les points forts, seulement je lui fais porter un autre contenu. Pour nous, le héros n'est pas le cow-boy, c'est l'Indien, ça n'est pas le chevalier, c'est Jacques le Croquant et ce genre de personnage. Mais les formes populaires nous conviennent. À partir de 68, l'Écureux revisite un genre qu'il n'avait pas encore investi, les aventures de jungle, à l'instar de Tarzan. Avec le dessinateur André Chéret, il raconte l'enfance de l'homme, quand dans la rue, les étudiants rêvent d'un homme nouveau. Rahan, c'était le plus porteur de messages, je pense, chez Pif, ça a été le plus puissant. Qui va se mettre en place en pole position, la 509, Jean-François Lécureux. Je suis Jean-François Lécureux, le fils de Roger Lécureux. Roger, mon papa, qui a inventé Rahan en mars 69 dans le Pif Gadget numéro 1. Pendant que mon père inventait le Rahan, moi, je faisais des courses de moto. Je suis arrivé gamin dans le premier pavillon qu'on a eu en Essonne à Draveil, qui avait par chance 50 mètres de forêt. Et moi, j'ai tout de suite foncé vers la forêt pour fabriquer des cabanes, me balancer dans les arbres. Donc il a vu ce gamin qui d'un seul coup découvrait en vérité la vie et la nature. Et je pense que ça l'a inspiré. Il y a cette idée-là qu'on prend le lecteur pour un petit homme, comme on dit dans Rahan, un petit homme en formation. Donc, on va lui inculquer un certain nombre de valeurs humanistes, communistes, internationalistes, humanistes surtout, anti-religieuses, enfin, contre la superstition. On va en faire un homme de la Renaissance. Rahan, c'est l'homme de la Renaissance, c'est celui qui maîtrise la technique, c'est l'homme logique. Non, mais c'était incroyable, Rahan, parce qu'il y avait quand même cette idée d'inventer à chaque fois. Il invente le parachute quand même, la pêche à la ligne, c'est limite s'il n'a pas inventé la tronçonneuse. Le fils des âges farouches. Donc c'est la jungle. En fait, la jungle, c'était le capitalisme, et dedans, il y avait un coco qui se baladait.
et qui essayait de remodeler un peu le monde à sa façon. Et c'était bien. Ces griffes ont été léguées à Krao par son père, qui les tenait de son père. Chacune symbolise ce que ceux qui marchent debout ont de meilleur en eux. Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'es qu'un homme, frère de tous les hommes. Il y avait des histoires d'amour aussi. Mais vous ne pouvez pas rester. Non. Au revoir, madame. Il faut que je m'en aille, je suis désolé. Tu vois. PIF tolère quelque chose qui est inadmissible dans toute publication pour la jeunesse et qui va l'être encore après, bien sûr, et encore maintenant, c'est l'érotisme. Et c'est dans PIF qu'on voit pour la première fois des seins nus, notamment chez Rahan. Donc là, il y a un émoi très fort, et ce qui explique aussi une forte résistance envers PIF de familles plus catholiques ou plus réactionnaires. C'est surtout l'histoire, souvent l'histoire de... Pas du tout, c'était sa plastique, certainement. Je ne sais pas, j'avais 6-10 ans, tu vois. Je pouvais pas m'émerveiller sur le cul super bien foutu d'ailleurs, maintenant que je le revois, de Rahan. C'était quand même quelque chose graphiquement aussi. Hein. C'était hyper dynamique, quoi. C'était les poses du mec, il y avait du mouvement, quoi. Rahan, c'est un sacré truc. Kotla, montre-moi quel est de ces villages le plus accueillant. Rahan continue à faire tourner son couteau parce qu'il décide que les ennuis, c'est mieux que l'ennui. Voilà. J'aimais beaucoup Jean Olivier. Il y avait deux grands scénaristes réalistes. Il y avait lui et Roger Lecureux. Et c'était eux. Le journal était bâti au niveau des BD réalistes sur ces deux noms-là. C'est le créateur de Docteur Justice, c'est le créateur de Loup Noir avec Roger Klein. C'était un grand monsieur. La bande dessinée est une ouverture pour l'imagination. Elle est un démarreur de rêve. Je pense que c'est le premier point fort de la bande dessinée. Docteur Justice. Veine enclenchée, une clé ou des garamis. Un entortillement du bras tout à fait classique. À sorcier, sorcier ennemi. Et maintenant, le grand jeu pour l'enseignement du grand sorcier. Le Kiai, l'attaque du cri qui paralyse. L'arme suprême des initiés jaillit, insoutenable. Jigua vacilla. Le cri balayait son influx vital. Le cri pareil à l'éclair qui pulvérise un pylône d'acier. L'homme reculait à la façon d'un automate, comme s'il subissait encore l'ébranlement nerveux provoqué par le Kiai. Nos conceptions de la médecine sont différentes. Il y avait vraiment une espèce de folie kung-fu, comme ça, arts martiaux. Et pour les parents, c'était absolument interdit d'aller voir ce genre de film. Et en fait, la seule entrée qu'on avait à l'intérieur de ça, c'était Docteur Justice. Que Docteur Justice, c'était un héros qui était tout à fait acceptable. Enfin, pour mes parents, il était tout à fait acceptable. Il était le gentil Toubi, qui fait du judo et tout ça. J'ai bossé pour Médecins sans frontières, où j'ai mis au point leur journal, d'ailleurs le journal de Médecins sans frontières. Et j'en ai rencontré plein qui m'ont dit qu'ils avaient eu envie de faire ça, des infirmières, des intervenants, des médecins, parce qu'ils avaient lu Docteur Justice. C'est-à-dire que ça avait porté une génération. C'était l'inventeur du French Doctor. Quand Docteur Justice va en Afrique, évidemment, ses collaborateurs sur le terrain sont des médecins africains noirs. C'est la première fois que je vois des Noirs en cravate dans des positions de pouvoir et dont on ne fait pas du tout référence au fait qu'ils sont noirs. Par exemple, c'est impossible dans le cinéma américain de la même époque. Alors qu'il y a une population noire importante aux États-Unis, ils ne sont même pas foutus de donner des rôles positifs aux Afro-Américains. Il y en a dans le Docteur Justice. Entre parenthèses, ces Noirs sont en but en général aux agissements d'une multinationale qui s'appelle la United Fruit Company et dont on ignore les origines, mais enfin bon. C'était une galaxie au sens où il y avait plein d'autres choses. Donc ça mélangeait de la bande dessinée et hyper réaliste, enfin très réaliste, et des choses qui étaient du dessin à gros nez, genre Léonard, Placide et Museau, Super Matou, toutes ces choses-là. Toutes ces choses peut-être moins emblématiques que les grands récits, mais qui ont marqué notre enfance. Clap, clap, clap. Clap, clap. Change de disque. Clip, clip. Tu te moques de moi, dis. Paglap, paglap. Pagloup, pagloup. En parallèle à l'extrême sophistication de l'humour paglope, on cherche aussi à ouvrir l'esprit des lecteurs.
Dans un journal destiné aux enfants, on trouve donc bizarrement M le magicien de Massimo Mattioli, l'univers de Mordillo ou encore le Guéluron de Gottlieb. Et il y a encore plus bizarre. Ça m'a frappé parce que justement, je ne comprenais pas ce que ça venait faire à côté de Placide et Museau. Et Placide et Museau, tu avais Pifou, et puis d'un seul coup, il y avait un biplan autrichien qui attaquait un Palazzo de Venise. Je me souviens très bien que sur Hugo Pratt, les courriers de lecteurs incendiaires, enfin, c'était fou, comme les gens étaient ringards. Et ils avaient quand même cette liberté de pouvoir continuer. Aujourd'hui, un truc qui ne marcherait pas commercialement ou qui gênerait trop au niveau commercial, on l'enlèverait. Eux, ils avaient cette liberté à l'époque, ils pouvaient soutenir les choses qu'ils aimaient. Il y a Hugo Pratt qu'on n'aime pas pour plein de raisons. D'abord, il refuse le phylactère, la bulle. Hein, chez Hugo Pratt, il y a juste un petit trait avec une flèche en dessous. Et puis, quand les gens tirent au fusil, ça fait crac, crac. Ça, c'est inadmissible, quoi. Donc, on n'aime pas, mais quand même, des années plus tard, on se rend compte que le génie était là. Je pense qu'il faut un peu violer le lecteur et lui apporter d'autres choses, plutôt que de toujours lui servir la même soupe dans laquelle il va finir par se lasser. Pour moi, c'était vraiment le centre de la création de la bande dessinée, quoi. Mais Pif ne se résume pas à la bande dessinée. D'autres idées vont marquer les esprits de ses lecteurs. En 77 puis en 79, année internationale de l'enfance, il décore l'arrière de la voiture des parents. La main de Pif devient un signe de reconnaissance. Autour de cette main de Pif, on a lancé une opération qui était l'opération des droits de l'enfant et faire valoir la charte des droits de l'enfant. Ça existe aujourd'hui aux Nations Unies. Et ça nous a ouvert sur une activité de journaliste. On a commencé à développer la rédaction. On est allé faire des reportages auprès des enfants et avec des enfants de 10 ans dans le monde entier, sur le Sentier Lumineux, à Beyrouth. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. C'est quoi l'information pour les enfants? C'est quoi la présentation des faits pour les enfants, etc. C'est des questions qu'il a fallu qu'on se pose, qu'il a fallu qu'on résolve très vite, et on était convaincus qu'il fallait le faire. Qui c'est qui a tout pour plaire? C'est nous. Des années plus tard, c'est tout ça qu'il nous reste. Rahan, les valeurs, la main de Pif, je suis un enfant du monde collé au cul de la R16, l'éveil aux autres cultures. C'était beau, c'était généreux. Mais en fait, si je me souviens bien, ce qui faisait qu'on attendait Pif toutes les semaines, c'était pas plutôt parce que c'était le premier magazine avec un gadget? Qui c'est qui est toujours plein d'idées? Et d'ailleurs, pourquoi un gadget? Petit retour en arrière, en 1968. Le groupe Vaillant, les éditions de Vaillant ont des gros soucis financiers. Ils sont plutôt dans une phase de déclin, et donc il faut trouver de nouveaux concepts. La solution va venir d'un homme plutôt éloigné de l'univers des résistants qui avait fondé Vaillant. André Limanski n'avait absolument, et c'est le moins qu'on puisse dire, rien à voir avec cette mouvance-là. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est une manière de dire que... Fils d'un colonel cosaque qui avait fui la Russie en 1917, André Limanski se retrouve en Amérique latine à l'âge de 15 ans. Il y rencontre Che Guevara et fait de la contrebande de dynamite à dos de mule. Alors c'est un personnage qui a eu plusieurs vies. Il a été soldat en Indochine. C'est à la fois quelqu'un qui est plein d'idées et pour lesquelles le délai entre l'idée et l'action est très court. C'est un meneur d'hommes, il suscite des enthousiasmes, il entraîne des gens, il a des curiosités, il part à fond dans ses projets. Et on lui a donné tous les pouvoirs au niveau commercial pour essayer de développer de nouveaux produits et essayer de bâtir un nouveau concept de magazine. Lors d'un dîner entre amis, l'épouse de Limanski suggère une idée qui avait déjà fait la fortune d'une marque de lessive. Le nouveau bonus. Ah, les cadeaux, c'est pour mon fils. Ah, c'est mon cadeau bonus. Et il s'est dit, voilà, on va créer dans le magazine, toutes les semaines, tous les jeudis, il y aura un cadeau pour l'enfant. La formule PIF, c'est un concept. Chaque semaine, aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle les séries télé, on va donner à consommer à l'enfant une bande dessinée qui commence et qui se termine dans le même numéro. Grâce au gadget sur lequel je vais communiquer, je vais atteindre des centaines de milliers de personnes, pas nécessairement intéressées qui vont être intéressées directement par le gadget, la nature du gadget, le côté innovant, étonnant, etc. Bon. Et une fois qu'ils ont acheté la revue pour le gadget, certes, rôle est donné à la revue de fidéliser ces gens-là. Donc j'échantillonne avec le gadget, je fidélise avec le rédactionnel.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gadget, un jeu, président. Je les essayais parce que nous allons peut-être nous en servir pour un concours. Ça doit... C'est une bêtise. Donc, ils sont allés à fond, et alors là, ça a été l'explosion. Qui se souvient encore, parmi nos auditeurs, de ces bouts de plastique qu'il fallait emboîter, qui n'a jamais monté l'éolienne à moteur, lorsqu'un vent de panique se mettait à souffler. Un jour, en venant bosser, en venant travailler, je suis passé devant, avenue Marceau, devant un magasin qui s'appelle La Gadgeterie, et qui était tenu par un garçon qui est devenu célèbre après, qui était Paul-Loup Sulitzer. Paul-Loup Sulitzer a 25 ans. La fureur du porte-clés, c'était lui. La tirelire qui explose, c'était encore lui. C'est Monsieur Gadget. Comme sa mère pensait qu'il était pas très courageux, elle lui a dit voilà, t'auras ce magasin, ça va t'occuper. Et c'est lui qui nous a trouvé les premiers gadgets. On attaque sans arrêt la consommation des gens. On dit gadget c'est de la merde, ça sert à rien, les gens sont complètement décatis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Parce qu'en fait, il y a des gadgets tout à fait utiles. Moi, je suis pour ce qui est utile à l'humain. Mais il n'empêche que vous vendez quand même des objets d'inutilité relative parce que ça vous rapporte de l'argent. Ben, parce que ça me permet, moi, d'acheter des choses utiles pour moi et ma famille. Un bon collègue et ami était à Paris et il a découvert Pif Gadget au kiosque de l'aéroport. Nous avions déjà travaillé ensemble pour la revue Eltern et il a adoré l'idée dès le départ. Il a rapporté le numéro et nous avons alors cherché à adapter cette idée en Allemagne. Voilà pour la naissance de Yps. Yps aussi va devenir le numéro 1 de la presse jeunesse dans son pays. Le kangourou à rayures partage les coûts de fabrication avec le chien marron et jaune, scellant ainsi l'amitié franco-allemande du gadget. Leurs représentants, Otto Huber et Alain Poirier, parcourent les foires aux jouets du monde entier pour trouver des idées. On ne le voyait jamais. Alain Poirier, c'était une énorme valise, un mec avec des moustaches et puis qu'on voyait passer de temps en temps. En fait, il y avait au début de la bande dessinée Docteur Justice toujours le même pavé de texte où Docteur Justice disait « Je m'appelle Justice, Docteur Benjamin Justice, médecin attaché à l'Organisation internationale de la santé, un médecin volant en quelque sorte, abonné aux lignes aériennes internationales. » Alain Poirier, c'était ça. C'était le Docteur Justice du gadget. Il était toujours entre deux avions. Je me souviens d'un gadget, d'un petit bonhomme avec deux ventouses, ou d'un système avec deux ventouses qui tombait comme ça en se collant sur les vitres. Et ils avaient fait toute une histoire avec le truc qu'ils avaient lancé, soi-disant, de la tour Montparnasse, qui était encore récente à l'époque, et qu'il avait descendu jusqu'en bas. Mais le problème, c'est que ça ne marchait pas toujours. Par exemple, ce truc-là, il ne collait pas bien aux vitres. Alors, des gadgets qui n'ont pas fonctionné, on en a eu aussi. Mais je crois que ça concernait moins de 0,5% de nos gadgets. Pour être tout à fait franc, on avait des gadgets qui coûtaient très très cher et ce qui coûtait en fait le fait que pendant quelques temps, on avait des gadgets qui coûtaient vraiment pas cher pour rééquilibrer. En gros, c'était ça, quoi. Je me passais de la lecture et je piquais uniquement en ouvrant le blister le gadget. J'étais un voleur de gadgets, exactement. Et c'est pour ça qu'il Donc porte un pour tous masque. ces enfants qui un jour ont eu un pif sans gadget, je m'excuse aujourd'hui publiquement. C'était magique, c'était magique. Et par bien des égards, hein, Pif Gadget, c'était un truc qui était magique. Il y a des gadgets qui étaient un peu foireux, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment magiques, quoi. Vous avez dit magique? L'écrivain Roger Caillois raconte dans la NRF une discussion qu'il oppose à André Breton en 1935 sur l'attitude à avoir à l'égard du merveilleux. L'objet de la querelle est le poids sauteur du Mexique. Son enjeu, la défense de la science et de la raison contre la pensée magique. Quelqu'un avait apporté du Mexique des haricots sauteurs. Breton faisait sauter ces petits vers sur la table et prononçait quelques phrases d'admiration excessive, à mon sens, en disant que c'était ça le merveilleux, parce qu'il déconcertait la raison, etc. J'ai dit que ça ne me déconcertait nullement et que probablement il y avait une petite bête dedans qu'il suffisait de les couper et qu'on verrait bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Absolument scandalisé,
Roger Caillois quitte le groupe surréaliste avec fracas. Maintenant, on est en droit de se demander à quoi ça sert un poisson-sauteur. Un poisson-sauteur, ça sert simplement à voir la métamorphose d'un animal, parce que depuis l'œuf jusqu'au papillon, c'est absolument étrange de voir ce qu'une vie peut être, la chrysalide, comment un pois peut sauter, et tout un mystère de la nature, c'est ça avant tout. En septembre 1971, Pif sort un numéro resté culte, le poisson-sauteur du Mexique. 1 million d'exemplaires sont vendus. La mode des poisson-sauteurs contamine toute la société française, comme les larves de papillons contaminent les pois. Pardon mademoiselle, pardon. Vous ne voulez pas venir chez nous voir notre collection de poisson-sauteurs? Des poisson-sauteurs? Oui. Vous voulez les miens? Ah, parce que vous en avez aussi. Les poisson-sauteurs sont un de ces gadgets qui marquent la différence nette entre les jouets promotionnels des paquets de lessive et ce que propose Pif, la dimension éducative. De quelle région vient cela? C'est une plante sauvage, si vous voulez, qui ne pousse que dans le nord du Mexique, dans l'état de la Sonora. Et disons que celui qu'on appelle le roi des pois-sauteurs... Joaquín Hernández, le roi du pois-sauteur, comme l'ont surnommé les habitants de la région et les journalistes mexicains. Réunit au mois de juillet, août, tous les Indiens Yaqui, Mayos de la région, qui vont cueillir, je peux dire, ou ramasser les pois-sauteurs qui ont éclaté pour donner ce fruit. Il n'y a pas vraiment de hasard. André Limanski connaît le roi du poisson-sauteur depuis son voyage au Mexique à l'âge de 15 ans. Je pense que c'était un mafieux mexicain dans l'état de la Sonora qui avait une qualité essentielle, c'est qu'il avait les moyens d'exporter vers les États-Unis sans trop de difficultés tous les produits possibles et imaginables. C'était l'homme à la Cadillac rose et tous ses enfants avaient des Cadillacs. Et je pense qu'il ne vivait pas que de l'exportation des poisson-sauteurs. Il avait d'autres activités. Et, quand même, à le répéter Joaquín Hernández, tant que les pois continueront de sauter, Alamos continuera de vivre dans la prospérité et l'avenir de la famille Hernandez sera lui aussi largement assuré. Au moment où ça allait être mis sous blister et mis en vente, tout d'un coup, quelqu'un a posé la question de l'innocuité du pois. Il n'y avait pas de test à l'époque, il n'y avait pas d'obligation de test. Et Limanski avait emporté l'adhésion en prenant une poignée de pois-sauteurs et en la mangeant devant les gens et en montrant qu'il ne craignait rien. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut plus faire. On peut voir? Ouais, pas mal. Pif réussit là où le mouvement surréaliste a échoué. Les meilleurs gadgets réconcilient la science et le merveilleux. Je ne vois pas en quoi le fait de savoir, d'avoir une notion scientifique par rapport à un élément enlève sa magie ou sa poésie, et bien au contraire. Disons l'explication concrète de phénomènes naturels, de leçons, qui touchent aussi bien la biologie que la physique. Tout ce qui semble un peu magique. Tout ce qui semble un peu magique. Le drame, quand on fait un magazine de bande dessinée avec un gadget, c'est qu'il y a plusieurs séquences dans l'année. La séquence où les enfants sont en vacances pendant 2 mois, c'est royal, on peut offrir des boomerangs, des parachutes. Le drame à la rentrée, c'est que la maman et le papa disent « Écoute, c'est fini, c'est l'école ». Et donc, il a fallu qu'on essaye de trouver un moyen de convaincre les parents que le gadget, c'était ludique, mais c'était aussi pédagogique. Les parents aussi aimaient les gadgets, parce qu'ils avaient remarqué que les enfants n'y trouvaient pas que du plaisir, mais qu'ils apprenaient aussi quelque chose, du moins en partie. Nous nous trouvons maintenant dans mon grenier. J'ai ici mon petit laboratoire Where the Magic Happens. Dans le magazine UPS, il y avait plusieurs gadgets avec une force motrice secrète. Cette force motrice secrète a propulsé des sous-marins à travers les eaux ou envoyé des fusées dans les airs. En fait, cette force motrice n'est rien d'autre qu'une poudre effervescente. On en trouve dans les comprimés de vitamine C. Il suffit de prendre un demi-comprimé en le cassant en deux, on met le comprimé dans le tube, on ajoute de l'eau, ça commence déjà à pétiller. On met le couvercle, on le retourne et... Et il y a eu aussi un bon nombre d'enfants qui se sont découverts une vocation scientifique parce que leur intérêt pour ces questions-là avait été éveillé très tôt. Le gadget qui fait peut-être le lien entre l'enfant que j'étais et le docteur Sommer d'aujourd'hui, c'est l'arbre à cristaux.
Il y avait régulièrement dans le magazine Ups des arbres de Noël à cristaux. Enfant déjà, je trouvais ça génial. Il fallait verser un liquide sur un petit arbre en carton et des cristaux poussaient dessus. Et un jour, pendant mes études, le sujet de la cristallisation est revenu sur le tapis. Et j'ai appris quelle était la solution saline à l'origine de ces cristaux. C'est la première fois que je me suis souvenu de Ups pendant mes études et que j'ai enfin résolu une énigme de mon enfance. Je pense que c'est important de faire des expériences dès l'école. Non seulement pour montrer que la méthode scientifique est la meilleure que nous ayons pour découvrir des choses, mais aussi pour montrer que cette méthode est faillible. C'est important de montrer en tant qu'enseignant que nous ne faisons pas qu'apporter des réponses. Nous devons accepter aussi que les élèves se trompent ou tirent des conclusions erronées. À partir de là, nous pouvons voir ensemble si la méthode est efficace ou non et ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Les expériences, les petits gimmicks et les gadgets, c'est toute ma vie. Début 72, pendant 8 semaines, Pif égrène ses gadgets les plus spectaculaires et les plus pédagogiques, avec comme bouquet final un véritable appareil photo. L'opération Scienti-Pif est accompagnée d'un concours qui envoie 4 lecteurs de Pif Gadget à Cap Kennedy pour assister au lancement d'Apollo 17. Mais il n'y a pas que les appareils photo et les lunettes astronomiques qui passionnent les lecteurs. Au fil des années 70, l'écologie va prendre une place de plus en plus importante dans les pages de Pif, comme dans celle de Ups. Après mai 68, en France, mais aussi en Allemagne, on a fait de plus en plus attention à la nature, à ce que l'on pouvait faire pour protéger la nature. Chez Pif, comme chez Ups, on fait des cultures bio, mais on fait aussi de l'élevage en poudre. Oui, nous avions rêvé depuis longtemps d'avoir une poudre que nous pourrions mettre dans l'eau pour avoir un animal vivant. Les Artemia salina, rebaptisés Pifis. La poudre merveilleuse existe. C'est tout simplement la forme déshydratée de ce petit animal appelé Artemia salina. Remis dans l'eau, il retrouve, comme ici, sa forme et manifeste sa vie. Ces êtres qui venaient d'un pays presque d'une autre planète et qu'on avait chez soi, j'en devais acheter plusieurs, après ça crevait, ça sentait mauvais, en fait c'était vraiment un truc hallucinant. Manque de bol, il y a la femme de ménage qui est passée derrière tout ça et qui a tout foutu en l'air. Elle dit c'est quoi ce bocal tout dégueulasse, allez hop, je ne vais plus entendre parler. Et je rentre chez moi, je rentre chez moi. Mes Artemia. Tout le monde a dans un coin de sa chambre le bocal avec les Pifis. Tout le monde a fait pousser ses Pifis dans les locaux des étudiants communistes, la librairie Clarté, en face de la Sorbonne. Nous avons nos Pifis, évidemment. Le journal se vend en moyenne à 500 000 exemplaires, avec des pointes à 1 million d'exemplaires. C'est absolument faramineux. Ce qui était gigantesque, à une époque où les autres vendaient 125, 115, 250 pour Mickey. Rien n'illustre mieux l'agressivité de la démarche commerciale de Pif Gadget que le graphisme des couvertures. Jaune, rouge, éclatant, une esthétique de pub pour hypermarché qui écrase les prix. Dans une société capitaliste, sans conception marketing, on a du mal à faire porter ses idées. Donc il faut effectivement intégrer ce que sont les modes de vente, les modes de diffusion de la presse, pour parvenir à rendre le maximum de gens intéressés et même susceptibles d'acheter un journal. Des experts issus de l'industrie agroalimentaire viennent animer des groupes de créativité pour accélérer la production d'idées nouvelles. Le directeur commercial, André Limansky, assisté de son équipe de choc, invente le marketing à destination des enfants. Coche les 3 qualités les plus importantes pour moi, je dirais il est facile à mastiquer, il ne ressemble à aucun autre chewing-gum, et
On peut prendre du chewing-gum petit peu par petit peu. Regarde, il trouve un chiffre secret. Cette machine marketing ne se cantonne pas aux pages du journal. Pif participe aux grands événements populaires de son temps. Je me souviens très bien de la caravane du Tour de France avec le grand camion Pif Gadget. Et nous les gosses, on suivait ce camion parce qu'ils donnaient les magazines, ils donnaient les suppléments, ils donnaient les gadgets. Une superbe casquette de coureur avec le fan d'aujourd'hui, le dernier paru. Vous avez Ciné-Revue, l'hebdomadaire du cinéma aux 200... Le cirque Pinder avait dans sa parade, dans les villes où il arrivait, une voiture avec les personnages de Pif et Hercule confrontés à un lion. Alors là, vous êtes dans mon futur Pinderland. Donc c'est un parc d'attractions qui fait 130 hectares, qui est à côté de la forêt de Fontainebleau. Et oui, il est là, Pif le grand, Pif le géant, avec le plus grand cirque itinérant du monde, Pinder le grand. Pif venait de sortir, nous on venait de sortir le cirque Jean Richard en 69. C'était vraiment une opportunité extraordinaire de deux grands leaders, un de la presse hebdomadaire pour enfants et nous le cirque pour enfants. Ça pouvait pas être un meilleur mariage. Ça a vraiment été mon premier camion, le 7026 SC37. Donc là, celui-là, il est un peu pur jus, là, le camion. Donc je suis sûr qu'il y a encore dedans des pochettes et des maquettes, telles qu'on les vendait avant. Voilà, la pochette Pif à 10 francs, avec à l'intérieur 2 Pifs et 3 Pifous. Et pour 10 francs de plus, c'est-à-dire l'affaire du siècle, vous aviez la maquette à coller et à découper du cirque à faire à l'intérieur. La joie des enfants, le calvaire des parents. Parce que je peux vous dire que papa, quand il commençait à découper la maquette, il s'amusait. D'ailleurs, il revenait toujours 2-3 jours après, où il nous suivait, il repérait où on était pour en acheter 2 ou 3 de plus, parce qu'il fallait au moins 2-3 maquettes pour arriver à faire le cirque complet. On faisait en particulier des jeux sur les plages, où on distribuait des pochettes gratuites. Et c'est là que je m'étais rendu compte que la pochette, c'était un bon truc, parce que les gens, vraiment, en plus de gratuite, ils sautaient dessus. Hein. Et puis on faisait aussi, pendant le spectacle, aux entr'actes, on distribuait des pochettes, on faisait la publicité pour Pif. Monsieur Loyal citait Pif plusieurs fois dans le spectacle. Donc c'était vraiment une promotion extraordinaire. Avec le plus grand cirque itinérant du monde, Pinder le grand, Pinder Jean Richard. Le plus grand cirque du monde, le plus grand journal pour enfants du monde, l'heure est à l'expansion. Mais le service commercial de Pif a comme un fil à la patte qui entrave sa course. Même si l'actionnariat est un actionnariat non interventionniste au niveau du quotidien, moi qui ai travaillé 8 ans chez Pif, je peux m'en porter garant, mais vis-à-vis de l'international, quand tu fais une recherche bancaire, quand tu veux savoir qui est l'actionnaire de Pif Gadget, eh ben, ce ne sont pas des fonds de pension américains. Hein. Le Parti communiste était l'actionnaire unique. Et André Limanski, toujours un homme d'idées, toujours en avance sur son temps, a dit il faut créer une société écran qui va me permettre de commercialiser à l'international, via Aredip, des concepts ou des produits finis. La direction n'est pas la seule entrave aux ambitions d'André Limanski. Mais dans un journal, il est encore moins facile d'aller contre la rédaction. Le marketing voulait prendre le pouvoir sur le contenu. Tellement convaincus qu'ils avaient tout entre les mains, ils voulaient prendre et c'est toujours le problème. Les gens qui faisaient du marketing, en particulier les lessiviers, qui étaient des spécialistes, inventaient des produits en fonction des attentes des consommatrices. Et André arrive un matin au bureau et me dit « Gilles, j'aimerais qu'on produise demain des magazines, non pas en fonction de nos idées, mais en fonction de ce que les enfants attendent. » Avec ça, on est gagnant sur toute la ligne. Bah merde, alors vous m'écœurez, là. Non, mais attention, qu'est-ce que tu cherches? Le maximum d'auditeurs, oui? Bah oui, mais pour les désintoxiquer, pour leur ouvrir les yeux, pas pour les abrutir. Le service commercial avait gagné. Gilles Hélène, le directeur des ventes, André Limanski, etc. La première étape, c'était de faire accepter une rédaction qui vivait que sur la bande dessinée, de modifier son comportement par rapport à un nouveau produit, parce qu'on leur a parlé de produits et plus de magazines. Là, vous me faites chier. Cette guerre qui n'a jamais cessé, s'est soldée d'abord par une défaite de la rédaction. On a gagné la suivante. Encore toi, oui, moi! Et à un moment donné, on l'a reperdu. C'est aussi pour ça qu'on est parti, etc. Donc ça, le cycle de combat, il n'a jamais cessé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser passer une telle promotion. Ah bah non, ça, il me semble. y aller, là. Grisé par les performances de sa poule aux œufs d'or, le Parti communiste, comme tout actionnaire, aimerait bien augmenter encore un peu plus la cadence de la ponte. En 76, de mémoire,
sont arrivés des gens extérieurs pour essayer de reformuler le concept de PIF au niveau graphique. Et des gens avec qui, je dois dire, je ne m'entendais absolument pas, qui étaient assez monolithiques dans la pensée et qui avaient une vision de la presse enfant qui n'avait rien à voir avec la vision que nous en avions, nous, les créateurs de la formule de PIF Gadget. À la rédaction comme au service marketing, la plupart des acteurs clés sont partis. Les nouveaux décisionnaires vont suivre la recette miracle en omettant progressivement l'ingrédient clé, l'originalité. PIF Gadget devient suiveur. Bienvenue dans les années télé. Outre le fait que PIF est devenu un objet différent et où l'aspect commercial domine, on vend du gadget, il commence à être dépassé par l'époque. Votre gadget, la machine à faire les œufs carrés. La culture populaire, ouvrière, dont les éditions Vaillant étaient un des vecteurs, disparaît du paysage français pour la double raison de la chute du communisme soviétique et des tournants que le PCF n'a pas su prendre. Et en fait, la mondialisation commence là. Voilà. On entre dans un monde déchiré de guerre, mais culturellement unifié, finalement. En 1989, alors que PIF et Hercule transmettent des valeurs une dernière fois en prenant la Bastille, Mitterrand invite George Bush et Margaret Thatcher aux noces pornographiques du libéralisme et de la Révolution. Depuis, même le communisme est devenu un gadget, un produit de consommation pour touristes. Facteur aggravant ou déclencheur, PIF ne survivra que 2 ans à l'URSS. J'avais un chien chez moi et il s'appelait Pif. Mon chien Pif. Quand il est mort, ça a été un drame total. Drame total. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Pif est mort. Il y avait de moins en moins de pages et c'était assez triste de le voir maigrir de plus en plus. Puis les gadgets étaient un peu plus cheap. Et puis après, voilà, ça a disparu. C'est un peu comme quelqu'un qui a une maladie en phase terminale. C'est un peu glauque comme exemple, mais ça a maigri. Puis après, boum, c'est mort. Quand le vétérinaire, je l'ai emmené, il avait certainement un problème au cerveau, genre une tumeur. Et il a dit... Il n'y a plus rien à faire. Il vaudrait mieux l'euthanasier pour éviter qu'il souffre. Et la société de consommation a provoqué une paralysie des valeurs. C'est très courant chez ce genre de chien. Il faut l'euthanasier. Il faut euthanasier Pif. Ça a été horrible. Ça a été vraiment horrible. Ouais, ça a été horrible. Mais pour le coup, tu vois, globalement, c'est plutôt pas mal. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est la fin de l'enfance, quoi. L'injection létale va déclencher un dernier sursaut. Je préfère vous le dire parce que ça peut être difficile à vivre. Ok ? On y va ? Le dernier spasme se produit en 2004. L'humanité repart dans l'aventure PIF Gadget. Dans une période qui était la crise de 2008, avec des difficultés évidentes pour les familles, le premier objet sur lesquels les familles sont amenées à couper quand elles ont des difficultés, c'est sur la presse jeunesse. On s'est bien amusé pendant 60 numéros. Et merde. Ouais. Je pense que le concept même est révolu. L'enfant ne va plus chez le marchand de journaux. L'enfant, il consomme de l'information sur l'écran, en général. Soit le grand écran, la télévision, soit l'écran de l'ordinateur, soit le smartphone. Les Allemands, eux, ont trouvé la solution. Seit letztem Jahr ist Yps wieder auf dem Markt. Wirklich? Le nouveau Yps n'est plus du tout destiné aux enfants, mais aux anciens lecteurs qui likent des pages Facebook sur les souvenirs de leur enfance.
Beaucoup d'adultes se souviennent de Ups. C'est une marque à laquelle ils sont attachés. Et ce qui est à la fois beau et tragique avec les médias sociaux comme Facebook, c'est qu'on peut savoir précisément qui parle encore de cette marque. C'est justement ce que nous avons fait en étudiant un site de fans de Ups, en regardant l'âge des participants, d'où ils viennent, est-ce que ce sont plutôt des femmes ou des hommes, et nous avons développé le concept du magazine d'après ces critères. Ralf? Bist du's? Ach, Mensch, bist du groß geworden. Die Urzeitkrebse sind zurück. Das neue Yps. Jetzt erwachsen, jetzt am Kiosk. Alors voici le premier numéro de Ups sorti le 13 octobre 1975. Et ça, 37 ans plus tard, c'est la nouvelle version. On voit que les choses ont un peu changé. Une partie du noyau dur de la marque Ups d'aujourd'hui est définitivement rétro ou pure nostalgie. Nous satisfaisons des souvenirs d'enfance. Nous réveillons le sentiment d'être choyés chez nos lecteurs qui se souviennent avec plaisir de leur enfance. Et tout ce qui s'est passé pendant l'enfance est par principe merveilleux, chouette et adorable. À la fête de l'humanité de 2014, la ressortie imminente de Pif Gadget est annoncée. Ce sera peut-être un magazine pour enfants, ou peut-être comme Ups, un objet collector pour quarantenaires nostalgiques d'une enfance complètement idéalisée. Je suis le fils maudit de la génération